Semaine 6. Encore une grosse semaine. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier tous les assistants et assistantes qui effectuent un travail extraordinaire pour vous et pour nous tout au long de l'été. Merci, vous pouvez les applaudir. Je suis en forme ce soir, je suis redevenue moi-même, donc je suis très heureuse. Voilà. Oui. Je suis vraiment ravie ce soir de vous présenter Thomas Pratt, que vous avez dû aisément reconnaître. Et je vois que sa classe, ses classes sont là, merci d'être là. Et Thomas est originaire de la banlieue parisienne. Après avoir obtenu un master en management, il est parti s'installer en Espagne, où il a rejoint le réseau des Alliances françaises. Il a exercé à Madrid, à Malaga, puis à Almeria, où il a pris la direction d'une structure et où il a organisé des cours de français, mais aussi des expositions, des tables rondes, des cycles de cinéma francophone, etc. Après avoir dû remplacer dans l'urgence l'un des enseignants de son école, il s'est rendu compte qu'il ressentait une passion pour l'enseignement, ce dont je suis ravie. Et il a décidé d'obtenir un nouveau master, cette fois-ci en didactique du français, langue étrangère et seconde. Puis, il est retourné en France. Il s'est installé à Paris pour travailler comme enseignant à l'Institut Cervantes, au cours de civilisation française de la Sorbonne, à Sciences Po, à l'École normale supérieure, puis à Paris 7. Tout cela en venant enseigner l'été à Middlebury, où il exerce depuis 2015. 10 ans l'année prochaine, Thomas. Non, c'est 10 ans cette année. Ben, depuis 2015. On est en 2024. Ah oui, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'études en mathématiques. Ah oui, 10 ans. Mais je ne te promets pas une célébration telle que nous avons eue l'année dernière. On fera ça dans 30 ans, mais je ne serai pas là. Donc voilà. En 2019, il est parti s'installer dans le Vermont, où il a enseigné le français et l'espagnol à Norwich University, qui est près de Montpellier, qu'on prononce ici Montpelier ou Montpelier. Ça dépend d'où vous êtes dans le Vermont. J'avais pas compris la première fois que j'ai entendu Montpelier et Montpelier. J'ai dit, mais c'est quoi cette ville? Et puis je l'ai vu épeler. J'ai dit, ah oui, Montpellier, bien sûr, Montpellier. Ah, il fait pas le même climat, ça je peux vous le garantir. Et c'est un campus perdu en pleine nature à Norwich. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Norwich dans le Vermont. C'est très très joli. C'est très très joli. Et je comprends pourquoi Thomas a aimé son séjour là-bas. Thomas, qui est passionné par les animaux et par leur préservation depuis sa plus tendre enfance, fait donc à ce moment-là, à Norwich University, l'acquisition d'un appareil photo qui ne le quittera plus jamais. Thomas vit aujourd'hui dans les montagnes du Jura, en France. Il est toujours enseignant de français pour le compte de la mairie de Paris auprès de personnes réfugiées, migrantes ou expatriées de la capitale. Toujours passionné par la photographie animalière, il est aussi militant écologiste, bénévole au sein de plusieurs associations de protection de la nature. Et oui, il s'est lancé dans un 3e master, cette fois-ci en ingénierie écologique. C'est pas facile à prononcer, même pour les gens dont c'est la langue maternelle. Thomas voit ses photos, qui sont exposées dans certains magazines, lors de festivals ou de conférences, comme un support à une sensibilisation devenue à ses yeux primordiale pour endiguer l'érosion de la biodiversité. Et c'est exactement ce qu'il va faire ce soir, accompagné de son collègue et ami Didier Tejedor, avec cette exposition intitulée « Portrait du vivant ». Tous deux, Thomas et Didier, vont tenter de vous sensibiliser et de vous émerveiller devant la beauté et la fragilité du monde vivant, qu'il soit humain ou non humain. Mais je n'ai pas fini. Je voudrais aussi faire honneur à une autre personne, car il s'agit également de son travail, dont il sera question au cours de la magnifique exposition dans le Grand Hall. Et peut-être vous avez déjà eu l'occasion de contempler les photos qui sont exposées dans le Grand Hall. Je n'ai pas encore le temps, donc j'ai hâte d'y aller après cette conférence pour pouvoir les admirer.
Bien sûr, je voudrais donc dire 2 mots au sujet de Didier Tejedor. J'adore dire son nom, il le sait. Il reste souvent très discret, parce que je pratique mon J à l'espagnol, qui est très difficile pour les francophones, n'est-ce pas? Vous savez que le H n'est pas très naturel pour nous, les francophones. Donc j'adore dire Tejedor. Et faire rouler le R, que mon père sait parfaitement bien rouler, et que moi, bon, je roule à peu près correctement, je dirais. Voilà. Didier reste souvent très discret. Didier est lui aussi un banlieusard. Comme Thomas, comme moi. Il a grandi dans les années 60 et 70 à Aubervilliers, une commune ouvrière de la banlieue nord-est de Paris. Tout près d'une autre banlieusarde, qui elle habitait à Stein, puis à Rosny-sous-Bois. Devinez qui? Didier était un gamin heureux qui a donc grandi dans un milieu multiculturel, riche en imagination et en amis. Pourtant, à 19 ans, et je ne peux pas imaginer la tête de tes parents, Didier, il a annoncé à sa famille qu'il partait en Espagne, à Madrid, où il habite aujourd'hui avec sa famille, et où il est enseignant-chercheur en linguistique à l'Universidad Autónoma, l'accent est correct? Autónoma de Madrid. Autónoma, pardon, vous voyez, c'est pas facile d'apprendre les langues étrangères. Je vais aller à l'école espagnole l'année prochaine. En ce qui concerne les passions de Didier, vous voyez, je suis en forme. Vous allez plus pouvoir m'arrêter. Hein. En ce qui concerne les passions de Didier, si on laisse de côté sa famille et ses amis, il a 3 passions. Le livre, qui pour lui est un objet sacré de son enfance, car le livre lui a fait découvrir la littérature française et a remplacé la télévision qui était absente chez lui. En deuxième, la montagne, où il se perd de longues journées, dit-il, pour retrouver sa source et ses amis. Et enfin, la photographie qui lui permet, au fil de l'instant, d'entrer dans l'autre, de fusionner avec l'autre. Il a eu l'occasion d'exposer plusieurs fois son travail. Ses thèmes favoris sont les métiers traditionnels, la vie quotidienne, la vie nocturne, le regard. Didier et moi avons découvert un jour, il y a quelque temps déjà, que nous avions grandi à quelques kilomètres l'un de l'autre, en banlieue est parisienne, la mauvaise banlieue, où nous étions ados dans les années 70. On a appris le verlan en même temps, et il a grandi dans la ville où est né mon frère cadet. Nous aurions pu être voisins, nous aurions pu fréquenter le même lycée et avoir les mêmes copains. Bref, Thomas aurait pu être mon fils et Didier mon frère. Ce soir, eh oui, j'ai l'âge que j'ai pour avoir un fils de l'âge de Thomas. Ce soir, et j'en serais très fière si Thomas était mon fils. Et si Didier était mon frère. Ce soir, avant de vous laisser découvrir le travail artistique de Didier et de Thomas vous propose dans quelques minutes une petite conférence. Il dit que c'est une petite conférence, mais en fait c'est une conférence intitulée « Démystifier le vivant ». Dans cette conférence, il tâchera de vous exposer ce qui se cache véritablement derrière ce terme, devenu très à la mode quand il s'agit de défendre les causes écologiques et sociales. À l'aide de ses photos, de ses lectures et de ses observations sur le terrain, et j'espère qu'il va nous montrer des photos de lui sur le terrain avec son habit de camouflage et son écran géant, enfin c'est un écran, l'objectif, voilà le terme, l'objectif, vous voyez, je ne suis pas photographe, hein, l'objectif géant. Donc à l'aide de tout cela, il va tenter de nous reconnecter à ce monde vivant dont nous avons, malgré nous, tendance à nous éloigner. Ben oui, on a peur du renard qui traverse le campus, on avait peur de l'ours qui traversait le campus. L'année prochaine, je ne sais pas quel animal va traverser le campus, mais on verra. Voilà. Veuillez accueillir très chaleureusement Thomas et applaudir Didier également. Merci Armelle. Merci beaucoup d'être aussi... Vous m'entendez bien? Oui. Ok, cool. J'ai très envie d'avoir ce petit appareil en classe, ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu si nombreuses et si nombreux, ça me fait très chaud au cœur. Merci à toi Armelle en tout premier lieu. Merci pour ce petit discours, c'était chouette. Merci à Barbara, je ne sais pas si elle est là. Barbara, si je la vois.
Merci à Sheila aussi qui n'a pas pu venir, mais son cœur est avec nous, je le sais. Et merci à toutes les assistantes, à tous les assistants. Un gros merci à toi Lilia, je t'aperçois là-bas, parce que tu nous as été d'une grande aide. Et merci à mon ami Didier, bien sûr. Merci à tout le monde, vraiment. J'espère que je n'ai oublié personne, si mes étudiantes et mes étudiants ici présents. Alors, et mes amis, ça allait arriver, peut-être que je n'ai pas besoin de te le dire. Tous les amis ici présents et présents. Merci Cynthia, tu sais, tu le sais tout ça. Alors on y va. C'est parti. Donc je vais peut-être pas me représenter, hein, Armelle l'a merveilleusement fait. Je vais peut-être simplement vous parler d'une association pour laquelle je travaille, Baleine sous Gravillon, qui se trouve être une association qui fait des podcasts de vulgarisation scientifique et qui a vraiment alimenté ma réflexion autour des questions qu'on va aborder ce soir. Je vais vous en parler plus longuement plus tard. Pourquoi cette conférence et cette exposition? Armelle l'a un petit peu dit déjà. On va essayer ce soir, en un temps record, ça va être un peu juste pour atteindre les objectifs que je voudrais qu'on atteigne, mais on va essayer de se reconnecter au vivant. D'accord? Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que j'entends par vivant, ce qu'on entend aujourd'hui par vivant. On va essayer de s'y reconnecter, de démystifier un peu, de revoir un peu la façon dont on perçoit le monde vivant. Je vous ai mis une petite citation pour commencer de Jacques Cousteau qui a dit ceci: on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Et ça va être mon point de départ. Avec notamment cette biche. Cette biche. Donc comment ne pas s'émerveiller devant le doux regard d'une biche? Telle est la question. Devant le flegme d'un blaireau. Je vais vous montrer beaucoup de photos ce soir, malheureusement, faute de temps, je ne vais pas expliquer dans quelles conditions je les ai prises, etc., où je les ai prises, etc., mais surtout n'hésitez pas, à la fin de la conférence, puis après, pendant la visite, à venir me questionner. Comment ne pas s'émerveiller devant le vol d'un colibri à gorge rubis? Là, si je peux vous dire, j'ai pris cette photo juste à côté d'ici, à 2 minutes à pied d'ici. Comment ne pas s'émerveiller devant le regard envoûtant d'un renard roux, une renarde en réalité ici. Et comment ne pas s'émerveiller devant le chant enchanteur d'une chouette culotte. Je crois que c'est le son du vivant qui m'émeut le plus. Je suis absolument fan de ce chant. Celui d'une petite chevêchette, une chouette pas plus haute que ça. C'est beau ça aussi. Et elle, vous la connaissez, il y en a beaucoup qui la connaissent ici, je pense. C'est une chouette qu'on a sur le campus, enfin autour du campus. Et qui chante. C'est un petit peu plus long. Vous n'avez jamais entendu ça? Si vous vous baladez un peu le soir autour du campus, vous devriez l'entendre. Mais au-delà de l'émerveillement que nous procure le monde vivant, comment préserver un monde vivant que l'on ne connaît pas ou pas assez? C'est la question que je vous pose, que je me pose à moi-même, que je nous pose à toutes et tous. Là, vous avez des ratons laveurs. Et on va faire un petit test ensemble. Est-ce que vous reconnaissez ces logos? Oui. Ok. Ok. Ça va? Oui. Ok. Et est-ce que vous reconnaissez ces feuilles d'arbres? Ça c'est facile. Un érable, bravo, pas mal, ok. J'ai essayé de mettre les plus communs aux États-Unis. J'aurais pu être un peu plus... prendre des choses un peu plus difficiles, mais... Ça c'est quoi? Ah. C'est un rat. C'est un peu... Ah, j'ai entendu peuplier. C'est un peuplier. Ah, ça, c'est un chêne. Oh, c'est pas mal, hein. Vous savez que si vous trouvez toutes les feuilles, j'ai pas de raison d'être ici, je peux quitter la salle. Ça, c'est quoi? Un gland.
un gland, non? Un gland. Un glandier. Un glandier. C'est un érable à sucre. C'est à cet arbre que vous devez le sirop d'érable que vous mettez sur vos pancakes ce matin. Ça, c'est quoi? Alors, le cœur, c'est, que ce soit en Europe ou en Amérique. Oui, un tilleul, bravo, un tilleul d'Amérique. Et ça? C'est difficile parce qu'effectivement, on voit pas bien, mais oui, ça pourrait ressembler. C'est difficile de distinguer le être du charme ici. Ok, super. Donc pourquoi je vous ai fait ce petit test? Parce qu'en 2016, une étude du ministère de l'Intérieur aux États-Unis a mis en exergue le fait que la moyenne des enfants états-uniens était capable de reconnaître 1000 logos, mais incapable de reconnaître ne serait-ce que 10 plantes et animaux de leur ville ou leur village. Alors, j'ai cité cette étude des États-Unis. Je suis à peu près certain que si on faisait cette étude en Europe, le résultat serait sensiblement le même. D'accord? Et moi-même, je me mets absolument pas au-dessus de la mêlée parce que j'ai énormément de lacunes en la matière. Alors, partant de ce constat, on va revoir un peu les bases. On va essayer d'aller assez vite, parce que c'est pas forcément ce qui va le plus vous passionner, mais on va revoir un peu les bases. L'écologie, c'est quoi? On va parler d'écologie tout du long, au sens scientifique du terme, déjà. C'est l'étude des êtres vivants, d'accord, et de leurs relations. Et au sens politique, c'est le sens qu'on connaît un peu plus, c'est un mouvement qui défend la préservation des êtres vivants et de leur milieu de vie. Dont nous, et c'est très important, c'est vraiment ce que je vais essayer de répéter et rabâcher tout au long de la soirée, enfin de la soirée, pardon, de cette conférence. Nous, êtres humains, faisons partie de ces êtres vivants, d'accord? Donc j'aime bien dire, en fait, c'est ma définition, j'aime bien dire que, je dis que c'est ma définition, mais je l'ai peut-être entendu quelque part, mais je ne sais plus de qui. J'aime dire que l'écologie, c'est finalement étendre sa sphère de préoccupation sociale au reste du vivant. Ce qui implique d'avoir des préoccupations sociales pour nos semblables, on y reviendra. La biodiversité maintenant, qui est un terme qui s'est vachement imposé dans ce milieu, dans le milieu de l'écologie et pas que, c'est la diversité des organismes vivants, dont tout dépend, mais absolument tout, nos médicaments, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments bien évidemment, etc. Et cette biodiversité se divise en trois points, la diversité écologique, la diversité des écosystèmes, les écosystèmes marins, les écosystèmes terrestres, etc. etc. La diversité des espèces, donc différentes espèces, ça c'est assez clair, et la diversité génétique. Et celui-là, on oublie, on a tendance à l'oublier. D'ailleurs, celui-là aussi, on pense que la biodiversité, c'est juste les espèces différentes, mais c'est aussi les écosystèmes et les gènes. Un milieu est riche en biodiversité à partir du moment où il a ces trois types de diversité. Et alors, pourquoi on en vient au cœur du sujet? Pourquoi aujourd'hui on parle de vivant plutôt que nature et environnement? Eh bien, tout simplement parce que si je vous dis que vous faites partie de la nature, vous allez associer à ça un côté animal, un peu péjoratif, on va dire, vous faites partie de la nature, il y a un côté un peu, bon, je vais expliquer plus en détail après. Faire partie du vivant, on s'inclut, c'est plus inclusif que nature, moins scientifique que biodiversité. Et ce mot, il s'est imposé grâce notamment à Baptiste Morisot, qui est quelqu'un en France, et je pense qu'il est assez connu à l'échelle internationale aujourd'hui, qui a fait connaître ce terme, et qui a beaucoup fait référence au travail de Philippe Descola, un anthropologue français, qui dès le début des années 90 déjà critiquait le terme de nature que Descartes, de la philosophie moderne, opposait à culture. Descartes disait, je vais galvauder ses propos, mais il disait qu'il fallait nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, et que la nature était tout ce qui était extérieur à nous. Donc une forme de dualité s'est créée. Et le propos de Baptiste Morisot et de beaucoup de militants écologistes aujourd'hui, c'est de revoir ça, d'imposer une vision plus inclusive de la question, en nous incluant donc dans le vivant. Nous sommes vivants au même titre que toutes les espèces vivantes qui nous entourent, à savoir les végétaux, les animaux, etc. Justement, les sirènes du vivant, les champignons, les plantes, les protistes, les animaux, d'accord? Ça, c'est des êtres vivants, des organismes vivants qu'on appelle les eucaryotes, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, je ne suis pas scientifique,
D'accord? Donc même moi, je serais mis en difficulté si vous me posiez trop de questions là-dessus. Et les organismes prokaryotes qui ont une ou des cellules sans noyau. Et j'ai une question pour vous. On est où dans tout ça? On fait partie de quelle arène? Où sont les humains? Les animaux. Et oui, nous sommes des animaux. Là, je vous ai mis un petit extrait d'un film que j'aime beaucoup. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, et la nature nous le rappelle, parfois cruellement. J'adore ce passage. Alors, maintenant, la question c'est, là c'est pareil, n'hésitez pas, ces photos sont exposées, on pourra en parler tout à l'heure. La question maintenant c'est, où on se situe par rapport aux autres animaux? Est-ce qu'on est plus évolué? Non. Non. Est-ce qu'on est plus fort, plus rapide? Non. Est-ce qu'on est... Ah bah non, mais je me suis trompé là, il y a un problème. C'était censé être, sommes-nous plus intelligents? On va répondre à cette question un peu plus tard. Alors, plus évolué d'abord. Est-ce qu'on est plus évolué que ces petites martres d'épins qui ont pas moins de 20 à 40 millions d'années d'évolution? Est-ce que nous sommes plus évolués que ce martin pêcheur qui a lui aussi pas moins de 20 à 30 millions d'années d'évolution? Ou encore cette hermine qui a, quant à elle, 20 à 40 millions d'années d'évolution également. Est-ce que vous avez une idée d'à quand remonte le premier hominidé, donc notre ancêtre le plus ancien? Oui, Charles? Tout dépend de hominidé. Si c'est le genre humain, on va remonter à Homo erectus. Ouais. Et là, on est à 2 millions. Ouais. Si on veut aller plus loin, on peut parler pour les australopithèques, on est à 3,5 pour Lucie. Okay. Ouais. Là, on est à 6 millions. 7 millions. 7 millions. Le premier... Et oui, Homo sapiens, 300 000. Homo sapiens, 300 000. Et, merci Charles, merci beaucoup. Et le plus ancien hominidé, donc, connu sous le nom de Sahelanthropus tchadensis, parce qu'il a été trouvé au Tchad, a été découvert, enfin son fossile est estimé à 7 millions d'années. Donc vous voyez, si on compare un peu notre plus ancien ancêtre par rapport aux ancêtres des espèces que je viens de citer, on a une sacrée différence. Et pourtant, est-ce que ça veut dire qu'on est moins évolué? Non, absolument pas. On n'est ni plus ni moins évolué que les autres espèces qui nous entourent. Mais remettons un peu les choses en place tout de même. La planète Terre n'a pas attendu l'humain pour commencer son histoire. Elle n'a pas moins la vie sur Terre est née il y a 4 milliards d'années. Si on prend un livre de 1000 pages, l'histoire de notre espèce, elle figurerait sur une poignée de lignes tout en bas de la dernière page. Notre espèce n'est pas apparue il y a bien longtemps, elle n'est pas plus évoluée, elle n'est pas plus ou moins évoluée que les autres. Elle a d'ailleurs, comme toutes les autres espèces, qu'elles soient végétales, bactériennes, animales, etc., a un ancêtre. On a toutes et tous un ancêtre commun. Lucas. C'est un acronyme, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas parler anglais, donc je ne vais pas dire ce que ça signifie, mais bref, chacune d'entre elles est au sommet de l'évolution et est parfaitement adaptée à son milieu. Donc ça, c'est fini, hein. Ernest Haeckel qui représentait l'humain tout en haut de l'arbre. C'est fini tout ça. Hein. Aujourd'hui, on parle de buissons du vivant, d'ailleurs, et plus d'arbres. Et nous sommes là, et on a un petit ancêtre commun, Lucas, qui est ici. Et regardez où nous sommes aussi évolués que tout le monde. Alors, est-ce qu'on est plus fort qu'un cerf et là? Plus fort, oui, toujours un cerf et là. Écoutez ce chant aussi, moi il me prend au trip, c'est difficile là de se rendre compte, mais je vais au Brahms chaque année pour écouter ce son-là. Magnifique. Mais bon, là on n'entend pas très bien. Est-ce qu'on est plus fort qu'un ours brun, selon vous? Enfin, moi je choisis l'ours. Oui, t'as raison. C'est la référence. Bah regarde, c'est ça ta référence? À moins de s'appeler Uglas dans The Revenant, les humains les plus combatifs ne tiendraient pas 5 secondes dans Zaring face à un ours. Ils ne tiendraient pas d'ailleurs 5 secondes non plus face à j'ai envie de dire un kangourou ou même un scorpion. Hein. Le scorpion n'a même pas besoin de se battre. Il y a un petit coup et hop, l'affaire est réglée. Et donc, une petite référence à ce film que vous avez peut-être certainement vu, que j'aime beaucoup.
Et alors, quid du bousier? Alors lui, là, c'est incroyable, c'est l'insecte le plus fort au monde. Il est capable de soulever 1141 fois sa masse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'on est plus rapide qu'un faucon pèlerin, capable de voler jusqu'à 389 km/h? Est-ce qu'on est plus rapide, pardon, qu'un guépard, 110 km/h? Qu'un espadon voilier, 110 km/h lui aussi? Alors lui, on parle de... Vous avez vu, j'ai bien distingué le vol, la course et la nage. J'ai mis à titre de comparaison Usain Bolt, 110 km/h versus 44,75, ce qui quand même, qui reste complètement incroyable. Hein. Michael Phelps, 9,7 km/h à la nage versus... On est bien d'accord, on parle de la vitesse maximale, hein, pas de la vitesse de croisière. Au final, en termes de capacité physique, il n'existe pas beaucoup de catégories dans lesquelles l'humain pourrait espérer un podium aux Jeux Olympiques du Est-ce qu'on est plus intelligent? Alors ça, c'est une question souvent, une fois qu'on a débunké ça, mais oui, mais on est plus intelligent tout de même, Thomas, non, tu ne crois pas? Alors, il y a débat, on peut en discuter, mais qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Est-ce que c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes? Est-ce que c'est l'utilisation d'outils? Cette corneille noire, avec ses yeux incroyables, est tout à fait capable de résoudre des problèmes complexes, tout à fait capable d'utiliser des outils, au même titre que ce grand corbeau. Je peux vous parler notamment de ces scientifiques qui ont observé les corvidés jeter des noisettes sur la route, attendre que les voitures passent et descendre pour venir manger le travail effectué par les voitures. On pourrait aussi parler des poulpes qui utilisent les noix de coco pour se protéger, etc. On pourrait parler des grands singes, etc. Ah, ça c'est le grand corbeau. Est-ce que ce qu'on entend par intelligence, c'est le langage? Parce que le langage, la majorité des animaux en sont dotés. La majorité des animaux communiquent de manière complexe. Les abeilles communiquent en dansant. Font des petites chorégraphies pour indiquer où leurs copines et leurs copains doivent aller se délecter de nectar. Les grands singes comprennent la langue des signes et la transmettent. Et même les acacias, alors ça c'est passionnant, les acacias préviennent chimiquement leurs voisins lorsqu'ils sont consommés par les girafes, etc. Bref, la conscience de soi, la mémoire à long terme, l'empathie, le jeu, l'humour, tous ces critères d'intelligence ont été observés à maintes reprises chez de nombreuses espèces. J'ai mis cette photo parce que chaque année je vais, alors je le fais un peu moins parce que j'ai toujours peur de déranger, mais les renardeaux, au même titre que les blaireautins, qui sont les bébés blaireaux, etc. Je vous invite un jour, si vous avez cette chance, venez, moi, alors, toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez me contacter si vous habitez pas trop loin du Jura et que vous voulez voir ça, vous êtes les bienvenus. Observer des petits renards et des petits blaireaux jouer à cache-cache et jouer au chat et à la souris, je peux vous assurer que ça va vous émouvoir parce qu'on s'y croirait, quoi. Moi, j'ai 3 frères et sœurs, je vous assure que quand je les vois jouer, j'ai l'impression de me voir, de nous voir, c'est absolument fou. Et on voit qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se marrent, enfin ils se marrent, pas au sens littéral du terme, mais vous me comprenez. Est-ce qu'on entend par intelligence la créativité de l'être humain? Parce que même ça doit être relativisé. Des centaines de milliers d'années avant l'apparition des humains, les fourmis avaient déjà inventé l'agriculture, l'élevage, les classes sociales, le travail à la chaîne et même les réseaux de communication. Et quelque chose que je trouve aussi passionnant, c'est que, alors pas tout évidemment, pas tout, ne nous enlevons pas tous les mérites, mais beaucoup de nos inventions sont en réalité des copies du monde vivant. Est-ce que vous connaissez cet oiseau, notamment le martin pêcheur d'Europe, qui a inspiré le TGV japonais, j'espère que je vais bien le prononcer, Shinkansen, c'est ça? Je l'ai bien prononcé. Alors ça c'est une belle histoire, le TGV japonais, quand il a été construit, il fallait qu'il passe à travers les montagnes, dans des tunnels. Il passait à toute vitesse dans ces tunnels et il y avait un bruit assourdissant. C'était très difficile pour les passagers qui se retrouvaient à moitié sourds à l'issue de leur voyage. Et la solution qui a été trouvée, c'est reproduire la forme du bec du martin pêcheur qui, quand il plonge pour pêcher, c'est le cas de le dire, ne fait absolument aucune éclaboussure. C'est absolument fascinant à voir. Et donc vous voyez, vous pouvez voir un peu
Et le problème a été résolu, c'est assez fou. Après avoir changé la forme du train, plus de soucis. Alors, on rentre dans la partie un peu moins réjouissante de cette conférence. Une chose est sûre, nos activités sont les plus destructrices. Nous sommes au cœur de ce que certains scientifiques appellent l'anthropocène, l'ère de l'humain, ou encore la 6e extinction de masse. D'accord ? Extinction de masse qui est cette fois-ci, contrairement aux précédentes, directement et exclusivement liée à nos activités. Je vais vous donner quelques chiffres évocateurs. Nous avons en France, rien qu'en France, selon une étude du Muséum national d'histoire naturelle qui date de 2021, perdu 30% des populations d'oiseaux en 30 ans, 1% par an. Je vous ai mis un petit champ, le champ du rouge-gorge. Ici, il y a beaucoup d'États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui probablement ont lu Rachel Carson qui a écrit Le Printemps silencieux, déjà en 1960. Ça fait un moment qu'on alerte sur les dangers des pesticides, etc., et sur la nécessité d'agir. En Europe, au niveau européen maintenant, selon une étude de PLOS ONE 2017, les populations d'insectes ont chuté de 80% en 27 ans. 80%. Il y a une façon assez simple, on en parle beaucoup maintenant, c'est de notoriété, enfin, c'est assez connu. Quand vous prenez la voiture, vous pouvez constater que vous avez beaucoup moins de ce qu'on appelle l'effet pare-brise, beaucoup moins d'insectes sur votre véhicule. Et j'ai mis un dernier chiffre qui est pour moi le plus effrayant au niveau mondial, selon une étude du WWF de 2022, donc assez récente. Les populations de vertébrés sauvages qui incluent les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et les agnates, donc quand même beaucoup d'animaux, ont diminué de 69% en 50 ans. Est-ce qu'il y a des phobiques des serpents dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la vue des serpents? Alors fermez les yeux. Je vais la passer rapidement. Ça, c'est une petite couleuvre rayée qui est inoffensive. Un petit quiz. Nos activités, élevage, productivistes en tête, on en reviendra, pèsent lourd sur le monde sauvage. À votre avis, alors ça, c'est une question que je trouve très intéressante et très évocatrice. Si l'on prend tous les mammifères de la planète, on entend par mammifères les animaux qui... il y a d'autres caractéristiques, mais les principales, ce sont la présence de poils. Il y a des exceptions, notamment certains mammifères marins, des mamelles pour allaiter leurs petits. Ces mammifères, il y a 6500 espèces connues aujourd'hui. Si je prends tous les mammifères, sauvages, domestiques, nous-mêmes, à votre avis, quel est le pourcentage d'animaux sauvages? Je ne sais pas si ma question est claire. On prend tous les mammifères. Par rapport aux Alors non, on inclut les domestiques. Oui, par rapport aux domestiques et à nous-mêmes. On prend tous les mammifères, et sur cet ensemble de mammifères, cette masse de mammifères, quel pourcentage représentent les mammifères sauvages? Mais qu'est-ce qui n'est pas sauvage? Alors, on entend par sauvage ici tout ce qui n'est pas domestiqué ou tout ce qui n'est pas féral, c'est-à-dire que tout ce qui est chat retourné à l'état sauvage, par exemple, rentre dans le domestique et pas dans le sauvage. Entre moi. 85% de sauvages? Ou l'inverse? 5%? 4% de mammifères sauvages. 60% des mammifères sont des animaux domestiques, à l'instar des vaches, des poules, des cochons. 36% d'humains. C'est en masse. En masse. Biomasse. Tout à fait. Pas en nombre d'espèces. Exactement, oui. Merci de préciser ça, Charles, c'est important. Tu as raison, c'est en masse. Tout à fait. Les oiseaux, vous avez une idée? C'est les espèces. Non, c'est toujours pareil, c'est la masse. J'aurais dû préciser, pardon. Ce sont des chiffres de la NAS, la National Academy of Science en Royaume-Uni, de 2018. Presque 30%. C'est un peu moins dramatique. Et donc, en résumé, depuis l'avènement de la civilisation humaine, et bien que notre espèce ne représente... Ça, c'est important de le dire. Et merci Charles. On parle de mammifères sauvages ici uniquement. Si on prend toute la biomasse du vivant, végétaux compris, les végétaux étant majoritaires dans le monde vivant, nous ne représentons que 0,01% de l'ensemble du vivant. Et pourtant, nos activités ont provoqué la perte de 83% des mammifères sauvages, 80% des mammifères marins, 50% des plantes. Et ça, pour être tout à fait honnête, ça m'a un peu surpris, mais 15% des poissons.
Alors, les causes de cette hécatombe, maintenant, je vous assure qu'après ces 2-3 slides, on va retourner dans des choses beaucoup plus cool. L'IPBES, qui est un peu on appelle le GIEC de la biodiversité, qui fait un peu office de référence en la matière, liste 5 causes principales. La première, c'est la modification, la destruction des habitats, notamment au profit de l'élevage. Il faut savoir que l'élevage productiviste est à lui seul responsable de 60% des pertes de biodiversité terrestre. Il est notamment responsable de 80% de la déforestation en Amazonie. Ces chiffres sont ceux de l'IPBES. La surexploitation des ressources, la surpêche, la surchasse, le dérèglement climatique. Et vous voyez que le dérèglement climatique, souvent, on le considère comme étant la menace numéro 1, et ça pourrait le devenir. Oui, il y a des gens qui doivent partir pour la répétition des Franco. Merci d'être venus. Le dérèglement climatique, il n'arrive pour l'instant qu'en 3e position, même s'il est fort à parier qu'il va remonter. Les pollutions, plastiques, pesticides et les espèces envahissantes. Et là, je voudrais parler d'un truc qui me fend le cœur. C'est mon chat Luna. Mon chat Luna que j'aime énormément, qui a un petit collier que je me suis procuré ici dans le Vermont et qui a changé toute la donne puisqu'elle elle préserve les oiseaux de la prédation des chats. Il faut savoir que les chats, je n'ai pas les chiffres au niveau mondial, mais en France, les chats sont responsables de la mort de 75 millions d'oiseaux par an. C'est quand même assez colossal. Il faut savoir qu'en France, on a un chat pour 7 habitants. Je crois qu'aux États-Unis, vous en avez quand même un peu moins. Et aux États-Unis, avec les prédateurs tels que le coyote, etc., j'ai cru comprendre qu'on les laissait un petit peu moins vagabonder et faire vivre leur vie. Donc le chat est un vrai problème. Après, les pauvres chats ne sont pas responsables, ils ont leur instinct. Moi, je ne leur en veux pas à titre personnel. Je voudrais juste que les humains, nous et moi le premier, nous rendions compte de l'importance de peut-être les stériliser quand on peut, etc. etc. Alors ça, j'ai une histoire rigolote à vous raconter. Ça, c'est un raton laveur, donc. Le raton laveur, c'est une espèce envahissante en France. Et vous savez comment il est devenu envahissant? Alors, il y a plusieurs théories, mais la plus probable, celle qui a l'air de faire consensus, c'est qu'au moment de la libération, au moment où les États-Uniens, l'armée états-unienne est arrivée en France, certains soldats sont venus avec des ratons laveurs comme animaux de compagnie. Et ils sont rentrés au pays en les laissant. Et le résultat, on a une population assez importante maintenant, un gros foyer de population dans l'Aisne, en France, qui se développe à peu près partout en Europe. Et vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de l'hippopotame de Pablo Escobar, enfin les hippopotames Pablo Escobar, lorsqu'il a été tué en 93, je crois, je ne sais plus la date exacte. Il avait dans sa grande villa des hippopotames qui se sont, figurez-vous, échappés et qui aujourd'hui posent de gros problèmes en Colombie. Parce qu'il n'y a techniquement pas d'hippopotames en Colombie. Il y en a, je crois, en Afrique et en Asie, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il n'y en a pas en Amérique, techniquement. Maintenant, il y en a, grâce ou à cause d'eux. Encore une fois, ils ne sont pas responsables, les pauvres, mais ils posent effectivement beaucoup de problèmes. Et alors, on va aborder la question des solutions maintenant, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on peut faire? La bonne nouvelle, c'est que le vivant, il est hyper résilient. Vous avez peut-être déjà entendu parler notamment de Tchernobyl et du fait que c'est une zone où aujourd'hui, il y a une biodiversité absolument foisonnante qui se développe. Et ça montre à quel point la nature est résiliente, le vivant est résilient. Mais donc, il y a de l'espoir, mais il faut quand même agir, évidemment. Alors, grossièrement, les solutions, c'est assez évident, c'est s'attaquer aux causes qu'on a citées précédemment. On va parler du niveau collectif. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau collectif? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel? Alors évidemment, là, moi je cite certaines sources, mais c'est aussi évidemment de là où je regarde. Hein. Vous comprenez bien que on peut discuter de la faisabilité, de l'idéalisme, de toutes ces... Voilà, on en parlera après si vous voulez. Au niveau collectif, en changeant de paradigme et en sortant de l'idée folle selon laquelle une croissance infinie sur une planète aux ressources finies est possible. En mettant en place un certain nombre de régulations sur l'élevage, des pesticides, etc., les plastiques, en prenant des mesures d'envergure pour restaurer et préserver les espaces naturels. Et là, il y a quand même matière à se réjouir. La dernière COP biodiversité qui a eu lieu à Montréal il y a 2 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, a donné lieu à un accord pour préserver 30% des milieux marins et 30% des milieux terrestres. Donc ça c'est cool, espérons que ça se fasse.
Et en conciliant justice écologique et justice sociale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble être hyper important. Je vous ai cité Thomas Sankara qui dit, je trouve qu'elle dit tout, cette phrase: il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. J'ai trouvé mon Vandana. et mon choix. Vandana Shiva dit: oh, pourquoi il y a de l'anglais là? Ça va pas, ça? Ah, ne regardez pas ça. L'environnement ne peut survivre que s'il devient un mouvement pour la justice. En tant que mouvement purement environnemental, soit il mourra, soit il survivra en tant que greenwashing d'entreprise. Tout écologiste sincère ne peut supporter ce rôle. Bref, tout ce que des pays comme la France, mon pays, que j'aime, mais qui n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux, comme beaucoup d'autres pays, a été condamné 3 fois depuis 2020 pour inaction face au dérèglement climatique et à l'érosion de la biodiversité. L'affaire du siècle, notamment, un collectif d'associations qui a porté plainte contre l'État auprès du Conseil d'État et du tribunal administratif de Paris et qui a eu gain de cause à 3 reprises. Alors au niveau individuel maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en votant, en lien avec ce que je viens de dire, en votant pour des représentantes et des représentants à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques qui sont les nôtres, en végétalisant au maximum notre alimentation. De loin, alors là c'est de loin l'action la plus efficace pour diminuer notre impact sur le climat et le vivant. Personne ne parle ici de devenir vegan demain, c'est pas mon propos. Moi-même je ne le suis pas, je suis végétarien depuis un moment, mais je ne suis pas vegan, je deviendrai peut-être un jour. Toujours est-il que personne ne dit ça ici, certainement pas moi, mais je pense qu'il serait raisonnable et urgent au regard de l'impact de l'élevage de diminuer un petit peu notre consommation aussi drastiquement. Je dis un peu non, diminuer assez drastiquement notre alimentation de produits d'origine animale, comme le faisaient finalement nos grands-parents, arrière-grands-parents, en donnant notre temps et notre argent aux associations dédiées à la protection du vivant. J'ai mis WWF, mais j'aurais pu citer plein d'autres associations. Vous voyez ce cerf qui brame ici, là, à chaque fois que je mets une petite phrase. En consommant moins et mieux, bio, local, en vrac, de saison, en dynamisant la vie autour de nos habitations. Alors là, c'est facile à dire, quand on a comme moi la chance d'avoir un jardin. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand c'est le cas, essayons dans la mesure du possible d'éviter les pesticides, de tondre le moins possible, de mettre des nichoirs, et privilégions la mobilité douce, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, et là on va retourner dans le côté un peu plus cool de la conférence, au-delà de ça, faisons évoluer notre rapport au vivant. Il me semble, en tout cas là encore de là où je regarde, qu'on n'arrivera pas à faire tout ça, qu'on n'arrivera pas à faire ce que j'ai dit juste avant au niveau collectif, sans changer, sans faire évoluer notre rapport au monde vivant. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de passer de ça à ça, d'accord? Ça me semble vraiment important. Alors, ça c'est quelque chose que je trouve hyper évocateur, hyper pertinent. Vous allez me dire ce que vous en pensez. L'analogie du mur de briques. Ce n'est pas de moi, hein. C'est un... Je me demande si c'est pas Edward Wilson, qui est un États-Unien, un scientifique états-unien, mais là encore il faudrait vérifier. Cette analogie du mur de briques qui dit que quand une espèce disparaît, à l'instar des bouleaux, une espèce d'arbre, une essence d'arbre, pardon, quand une autre espèce disparaît, le mur tient debout, tient à peu près debout. Hein. Ça va, là, il résiste. Nous, on est là, on résiste. Et il arrive un moment où, inévitablement, hop, il arrive un moment... Je me suis amusé à faire ça, il arrive un moment où, boum, tout s'écroule, nous avec. Donc, tout ça pour dire, inspirons-nous du vivant. D'accord? Contrairement aux idées reçues, au mythe de la loi de la jungle, de la compétition, le plus fort qui mange le plus faible, le vivant, en réalité, il est extrêmement collaboratif. Hein. D'accord? Il ne se résume pas à ça. Le vivant, il y a plein de relations dans le vivant. Il y a la prédation, il y a la compétition, c'est vrai. Mais c'est pas tout. Il y a toutes ces relations. Regardez, ça, c'est vous, c'est moi, qui marchons sur une fourmi, sans nous en rendre compte. Ça nuit à la fourmi, ça ne nous nuit pas à nous, ça ne nous apporte aucun bénéfice pour autant. C'est ce qu'on appelle de l'amensalisme. Là, nous avons les poissons pilotes qui accompagnent les requins. Ça, c'est intéressant aussi. Contrairement à ce qu'on peut penser, les poissons pilotes ne guident pas le requin. Le requin n'a pas besoin de ces petits poissons pour se repérer. Hein. Ils ne mangent pas non plus ces parasites, seulement ils sont détritivores. Pardon. Ils mangent les déchets du requin. Et donc, c'est ce qu'on appelle une relation commensale, un petit peu à l'instar de nos pigeons, de nos rats, dans les grandes villes de ce monde. Là, nous avons un rapport. Donc ça, c'est les deux relations que souvent on imagine être les seules.
la prédation, la compétition, à l'instar des lions et des hyènes. Mais il y a aussi le parasitisme, qui a son rôle. Hein. Les tiques, c'est horrible à dire, je vous l'accorde, mais elles ont malheureusement, qu'on le veuille ou non, malheureusement, alors les tiques, pas forcément les tiques en particulier, mais les parasites. Le parasitisme est important aussi dans le monde vivant, on pourra en parler peut-être à l'issue si vous avez des questions de cette conférence. Là, vous avez du neutralisme. Le cerf, quand il croise une petite musaraigne qui est insectivore, lui, il est herbivore. Il s'ignore, c'est du neutralisme. Et là, vous avez du mutualisme. Et le vivant est plein, il regorge de mutualisme. Ça, c'est deux photos que j'ai prises, comme toutes les photos que je vous montre, d'un renard et d'un blaireau. Alors, il faut savoir que j'ai eu la chance de l'observer. En plus, les renards et les blaireaux habitent très souvent dans les mêmes terriers. Ils cohabitent. Et ce qui est absolument génial, c'est que le blaireau, il a une vue absolument minable. Pardon, c'est pas une très bonne vue, soyons plus polis. En revanche, il a un odorat incroyable. Là où le renard, il a une super vue, et il a également une bonne ouïe. Et donc, en fait, ils se complètent, et quand il y a des prédateurs qui approchent un peu trop près du terrier, l'un alerte l'autre, etc., etc. C'est du donnant-donnant. Précisons aussi que le blaireau, il fait tout le taf en amont, hein. C'est lui qui creuse le terrier, etc. Il arrive, il débarque, il dit bien. Ça, c'est aussi du mutualisme. La monarde, elle est pollinisée par ce petit gars là, le petit colibri à gorge rubis, qui se délecte de son nectar. Donc c'est donnant-donnant là aussi. Vous le connaissez cet exemple forcément si vous avez vu Nemo. Les fourmis et les pucerons, les fourmis se nourrissent du miel là, en échange de quoi elles les protègent des prédateurs. Les arbres et les champignons qui, à travers les racines, s'échangent du sucre, de l'azote, du phosphore, etc. C'est dommage que Pascal ne soit pas là parce qu'on en parlait l'autre jour. Je ne crois pas qu'il soit là, Pascal. Isabelle, tu es là, peut-être que tu sais, toi aussi, mais les pique-bœufs qui débarrassent les zèbres et le bétail aussi, d'ailleurs, de leurs parasites. Tu l'as observé. Et Pascal me disait qu'ils arrivent en France maintenant. Oui, en Saône-et-Loire, il y en a plein. C'est incroyable. Merci. Et donc c'est pareil, les petits loulous là, ils vont à manger, c'est leur pain quotidien, tout ça, les petits parasites là. Et en échange, le zèbre, il est débarrassé de ses parasites, il est content. Alors ça, c'est même une symbiose. Hein. Enfin, une symbiose, c'est pareil, mutualisme, symbiose, on est tout à vérifier. Encore une fois, Charles, je ne sais pas si tu valides cette affirmation. Est-ce qu'on parle déjà de symbiose en ce qui concerne le corail et l'algue qui en fait cohabitent et s'échangent là encore des bons procédés. Alors ça, cette symbiose, elle est menacée par l'acidification des océans, etc. On pourra en parler aussi après. Bref, l'entraide est partout dans le vivant, d'accord. La loi de la jungle, il faut, je pense, de là où je regarde, remettre ça en question. Ça, c'est un excellent livre que je vous recommande de Pablo Servigne de Gauthier-Chapelle. La question que je nous pose, c'est qu'attendons-nous pour changer de paradigme et œuvrer à l'avènement d'une société humaine et interespèce où l'entraide prime sur le chacun, chacune pour soi. Alors inspirons-nous du vivant donc et faisons évoluer nos croyances à son sujet. Nous reconnecter au vivant implique de le voir sous un œil nouveau, d'en finir avec les idées reçues. Et à ce propos, j'ai envie de vous parler d'un autre livre, celui de mon ami Marc Mortelmans, qui est le fondateur de l'association dont je vous ai un petit peu parlé plus tôt, Baleine sous gravillon, et qui a écrit ce livre incroyable, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant. Il y débunk 75 idées reçues, les plus communes. Et nous, j'en ai choisi quelques-unes qui me parlent, qui sont importantes pour moi. On va commencer par le grand méchant loup. Vous connaissez les trois petits cochons, le chaperon rouge. Alors, à votre avis, je vais vous poser des petites questions, on va faire un petit quiz. À votre avis, combien de personnes meurent tuées par un loup chaque année dans le monde? Ce sont les chiffres de World Atlas. J'ai eu du mal à les trouver, ces chiffres. 10, bravo madame. Félicitations. Est-ce que génial? Alors, ce que j'ai... Bon. Si elle a triché. Non, t'as pas triché. Ce qu'elle ne vous dit pas, Cynthia, c'est qu'on a pratiqué mon... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À votre avis, combien de personnes meurent tuées par un chasseur chaque année en France? Juste en France. 35. 20. 420 entre 2000 et 2021, ça nous fait une moyenne de 20 environ.
Et à votre avis, combien de personnes meurent après avoir été mordues par un chien? Nos amis les chiens, le meilleur ami de l'homme. 25 000. La question que je vous pose, que je nous pose, est donc la suivante. Si nous sommes disposés à accueillir des toutous dans nos foyers, des toutous que là encore j'adore, hein, je suis un grand amoureux des chiens, entendons-nous bien, mais le minimum ne serait-il pas dès lors de laisser leur ancêtre sauvage, le loup, vivre sa vie dans le milieu naturel? C'est pas du tout ce qui se passe en France, en Europe. La France exécute, littéralement tue 20% de la population de loups. C'est 2 fois plus que les animaux considérés comme chassables, le gibier, les chevreuils, les sangliers. Alors que c'est une espèce strictement protégée au niveau européen. Protection qui est remise en question aujourd'hui au niveau européen, ça va peut-être changer bientôt malheureusement. On pourra en parler aussi à l'issue de cette conférence si vous voulez. Et donc je vous ai mis un petit extrait du livre de mon ami Marc qui dit « Plutôt que l'homme est un loup pour l'homme, on ferait mieux de dire que le loup est un homme pour le loup. Il tue certes d'autres loups pour protéger son territoire, mais plus rarement pour leur piquer leur portefeuille. D'ailleurs, pour sourire, voici le top des animaux les plus mortels pour les humains. » Donc on retrouve les chiens ici. Les humains sont pas mal non plus en la matière. Là on parle d'homicide. Donc bon, le loup, 10 morts par an, bon. Sachant qu'en plus, comme je vous le disais, il s'agit très souvent, pour pas dire exclusivement, de loups enragés ou hybrides. Hybrides, on entend par hybride quand ils se croisent, ils sont croisés avec des loups, les chiens, pardon. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Italie, on y reviendra. Est-ce que c'est une menace pour la biodiversité, le loup, selon vous? Non, hein. Le loup s'autorégule comme tous les prédateurs, et en particulier les grands prédateurs. Il régule ses populations en fonction des ressources disponibles. D'accord? Donc s'il n'y a pas beaucoup de chevreuils, s'il n'y a pas beaucoup de chamois, s'il n'y a pas beaucoup de sangliers, s'il n'y a pas beaucoup de bisons, comme ici en Amérique du Nord, et ben il régule sa population il y a une année, il ne va pas faire de petits, il se régule, les meutes se régulent comme ça. C'est une espèce clé de voûte. Vous avez probablement déjà entendu parler du cas de Yellowstone, où le loup a été réintroduit après que les wapitis aient un petit peu pullulé, j'aime pas trop ce mot, mais se soit un peu trop développé en l'absence de prédateurs, ont dévasté les ripisylves, qui sont la végétation au bord des cours d'eau, etc. Les coyotes n'ayant plus non plus de loups comme prédateurs, ils se sont mis à manger tous les micro-mammifères, donc les aigles, les rapaces, etc. en général seront disparus aussi. Et on a réintroduit des loups en, je ne voudrais pas dire de bêtises, les années, oh j'ai plus le chiffre, je n'ai plus la date, je ne vais pas dire de bêtises. Et on a réintroduit le loup, et le loup a eu comme effet de rétablir tout l'écosystème. C'est absolument incroyable, parce que du coup, les ongulés sauvages ont été dispersés, la végétation a foisonné, les ripisylves au bord des cours d'eau a été complètement boosté, ce qui a fait revenir les castors, qui ont créé tout un écosystème aquatique. Les coyotes, devant la pression du loup, ont vu leur population chuter, donc les rongeurs, les micro-mammifères sont revenus, donc les rapaces, donc... Enfin bref, un effet cascade absolument incroyable. Dans ces cas-là, on parle d'espèces clés de voûte. La baleine, je pourrais vous raconter la même histoire avec les baleines, ou les requins, ou les grands prédateurs en général. Il faut savoir que le loup n'est pas non plus incompatible avec l'élevage, contrairement aux idées reçues. Je vais vous donner les chiffres en France. Je n'ai pas les chiffres au niveau européen, ni mondial, ni même ne serait-ce qu'aux États-Unis. En France, moins de 1% des pertes de bétail sont imputables au loup. Hein. Pourtant, si on écoute les uns et les autres, on a l'impression qu'il est responsable de tous les maux des éleveurs. C'est faux, alors, tous les maux j'exagère. Mais qu'il est sacrément responsable. Et entendons-nous bien, c'est jamais évident pour un éleveur de perdre des... C'est pas mon propos, c'est pas évident, mais toujours est-il que gardons en tête qu'il ne représente que 1% des pertes. Il y a un système d'indemnisation, et ça c'est vrai en France, c'est vrai dans beaucoup de pays en Europe. Quand on perd un animal à cause d'une prédation de loup ou de chien, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de prédation effectuée par les chiens que par les loups. Rappelons au passage que le chien est un descendant du loup. Hein. Eh bien, on est indemnisé. Ça ne veut pas dire que ça annule le traumatisme, etc. Mais on est quand même indemnisé. Et surtout, c'est ça l'information qu'il faut retenir, les tirs létaux se sont avérés hyper contre-productifs. Quand on tire sur un loup, on éclate la meute, d'accord, qui est complètement incapable derrière de chasser. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se tourner vers des proies faciles. Et donc on produit l'effet inverse de celui escompté. J'en veux pour preuve les chiffres sur la prédation en France versus la prédation en Espagne, en Italie, qui a 2 à 3 fois plus de loups. Hein.
Il y a 2 à 3 fois plus de loups en Espagne et en Italie qu'en France. Il y a à peu près autant il y a même plus d'ovins, je crois. En fait, ça faudrait vérifier le nombre d'ovins, mais je crois qu'il y en a un peu plus en Italie, notamment, qu'en France. Et il y a beaucoup moins de prédation alors qu'ils ont plus de loups. La raison est simple, c'est parce qu'on tire en France beaucoup trop sur les loups, là où en Espagne et en Italie, le loup, la protection du loup n'est pas remise en question, et où, à part quelques cas de braconnage qui sont quand même importants, certainement, j'en sais rien, on n'a pas forcément les chiffres, mais voilà, ce n'est pas fait sous l'égide de l'État comme c'est le cas en France. Bref, c'est un bouc émissaire bien commode en réalité, le loup. Hein. Le vrai problème, c'est la concurrence internationale. Aujourd'hui en France, on a tendance à mettre nos éleveurs en concurrence avec les éleveurs de bétail en Nouvelle-Zélande qui ont des troupeaux de 1000, 1500 bêtes qui rapatrient leurs troupeaux en hélicoptère, en quad. Comment voulez-vous que les éleveurs et les éleveuses en France puissent vivre de leur travail si on est mis en concurrence avec ces gens-là? On passe des accords internationaux qui en réalité sont le vrai problème de ces éleveurs. De là où je regarde. Et... c'est un peu fort. Alors ça, c'est pour ceux qui... Je vois qu'il y a beaucoup de mes étudiants et mes amis ici présents, hein, Cynthia, c'est vrai que le renard est mon animal préféré. C'est un animal que je passe beaucoup de temps à observer. Et le renard, on le dit nuisible. Qu'est-ce que ça veut dire nuisible? Vous comprenez? Vous dites que c'est une... En anglais, vous utilisez le mot peste. Alors le renard, il n'est évidemment pas nuisible, hein, d'accord? En France, là encore, je connais très bien le dossier français, donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup plus de la France. J'aimerais vous parler beaucoup plus des chiffres au niveau mondial, peut-être des chiffres dans le monde francophone, mais c'est le dossier que je connais le mieux. En France, 600 000 à 1 million de renards sont tués chaque année dans le cadre de la chasse récréative. Si vous faites un petit calcul, c'est 1 par minute. Non, qu'est-ce que je raconte? Toutes les secondes, je crois, ou je sais plus, je devrais plus... Non, 1 par minute, je dis des bêtises. Je suis très mauvais en maths, mais c'est 1 par minute, c'est ça. On tue un renard à chaque minute, en moyenne, en gros. Ce sont les chiffres de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Les chasseurs eux-mêmes reconnaissent en tuer 540 000 par an. La Fédération nationale de chasse. Donc même en considérant que les chasseurs ont raison, on est quand même sur un chiffre astronomique. Hein. Et on est quand même sur 1 renard par minute. Est-ce que c'est un danger pour la santé publique? Alors non, le renard, contrairement aux idées reçues, n'est pas porteur de la rage. Ça, c'est un mythe que les chasseurs et les chasseuses en France, notamment, et en Europe probablement, et dans le monde certainement, aiment dire non, le renard roux n'est plus porteur de la rage, en tout cas en Europe occidentale. Il y a une grosse campagne de vaccination en 98, on a balancé des boulettes de vaccins par hélico, et ça a été incroyablement efficace. Les seuls cas de rage qu'on a en France aujourd'hui, c'est des animaux domestiques, des chiens qui sont importés de pays où la rage est encore très répandu. Vous connaissez Pasteur? Il peut transmettre, ça c'est vrai, il peut transmettre l'échinococose, une maladie qui est potentiellement mortelle pour l'homme. Cependant, cette maladie est également transmissible par nos chiens et nos chats. Et c'est une maladie qui concerne, regardez, 5 cas aux États-Unis par an, ça j'ai trouvé les chiffres, 30 cas par an en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y attaquer, qu'il ne faut pas essayer de l'éviter. Mais si on compare à Lyme, par exemple, contre laquelle le renard s'est avéré, beaucoup d'études scientifiques l'ont mis en exergue, le renard est terrible dans le sens positif du terme, un excellent allié dans la lutte contre la maladie de Lyme. Pourquoi? Parce qu'il mange les petits rongeurs, qui sont les porteurs originels de la maladie. Et qu'en mangeant les petits rongeurs et en leur faisant peur, en les dissuadant de trop sortir à la surface, les rongeurs sont moins parasités par les tiques, donc la maladie est moins présente. Et il n'y a pas plus efficace pour lutter contre cette maladie terrible qui fait beaucoup de ravages. 300 000 cas par an aux États-Unis, 50 000 en France chaque année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal et ça augmente chaque année. Hein. Bref, lutte contre la maladie de Lyme devrait à elle seule justifier qu'on protège ce petit animal. Est-ce que c'est un danger pour l'agriculture? Alors non, le renard roux ne porte pas préjudice à cette activité. Au contraire, il y a une étude réalisée en France, notamment, je crois que c'était en Lorraine, qui a estimé qu'un renard chassait entre 5 000 et 6 000 campagnols par an. Les campagnols, c'est donc les micro-mammifères, c'est la proie principale du renard. Ce faisant, il fait office de véritable rodenticide naturel. Donc,
les produits phytosanitaires sont beaucoup moins nécessaires. C'est des économies colossales pour les agriculteurs et les agricultrices qui, pour chaque renard, hein, on parle bien de chaque renard, ferait économiser en moyenne 2400 € par an aux agriculteurs et agricultrices françaises. Alors ce qui est super, soulignons-le, c'est qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs et agricultrices qui prennent conscience de ça et qui, à l'instar de là où j'habite, dans le Jura, pas encore dans le Jura, mais juste au-dessus dans le Doubs, se mobilisent pour que le renard ne soit plus considéré comme nuisible. L'animal n'est pas non plus incompatible avec l'élevage de poules, à l'instar du loup. Il existe des moyens, j'ai bientôt fini tout le monde, hein, je sais que ça fait déjà un petit moment. Il n'est pas incompatible avec l'élevage de poules, à l'instar du loup. Il existe des moyens de protection. C'est dommage que Sheila ne soit pas là. J'ai habité un petit moment chez Sheila. Sheila, elle a une très belle maison, un très beau jardin, elle a un très beau poulailler dans lequel il y a beaucoup de poules. Et ces poules, la seule fois où on en a perdu, dans mes souvenirs, c'est la fois où on a oublié de fermer la porte la nuit. Sinon, Bill, le mari de Sheila, a fait un travail remarquable. Il nous a construit un poulailler hyper hermétique, hyper sécurisé. Et le renard, le coyote, on parle d'un pays quand même où il y a beaucoup plus de prédateurs qu'en Europe. Hein. On parle d'un pays où il y a potentiellement, pour s'attaquer aux poules, des tas de rapaces, le raton laveur, le coyote, le renard aussi, donc il y en a beaucoup. Hein. L'ours noir, je ne sais pas s'il mange, il prédate beaucoup les poules, l'ours noir, ça l'a dit. Bref, eh bien, quand on ferme la porte, quand on fait attention, quand on a un poulailler hermétique, il n'y a pas de problème. Ou alors, évidemment, c'est très rare, ça peut arriver. Mais comme le dit le naturaliste Robert Hénard, que l'on protège sa volaille est juste, vouloir le faire en éliminant des renards est comparable au possesseur d'une aquarelle de maître qui voudrait la laisser sur sa table de jardin en prétendant faire supprimer la pluie. Je trouve cette citation assez remarquable. Bref, changeons... Ah, j'ai oublié ça. Et après c'est fini pour le renard. Non non, partout où il est présent naturellement, le renard constitue un maillon essentiel de son écosystème. Ce n'est évidemment pas un danger pour la biodiversité, il la favorise. D'accord ? Il régule les animaux, on l'a vu avec les micro-mammifères. Il assure des fonctions d'équarrissage qui sont précieuses hein, pour éviter les contaminations. Il œuvre à la dissémination. Le renard est un omnivore, c'est-à-dire qu'il mange également, surtout au printemps et à l'été, quand il y a des baies, il mange beaucoup de... Moi je le sais parce que dans mon jardin, toutes mes framboises se font bouffer. Donc il y a aussi les oiseaux, mais le renard, il est aussi pour quelque chose. Bref, il dissémine les graines de ces espèces végétales. Et à l'instar de tous les prédateurs, il régule ses effectifs. Quand vous tuez un renard, entre nous, c'est absurde dans le sens où, en fait, ce qui se passe, ça a été montré scientifiquement, les femelles, face à la menace, vont avoir des portées beaucoup plus importantes. Donc, en fait, c'est contre-productif. Un renard qui se fait tuer, il est aussitôt remplacé. Et on a essayé de tuer tous les renards hein, de France. On a essayé hein, pendant au moment où il y avait la rage. À juste titre, évidemment, il y a des tas de... Enfin, juste titre, non, mais... comprenez, j'entends qu'on ait peur du renard à une époque et qu'on essaye de se débarrasser du problème, à une époque où il y avait la rage qui faisait beaucoup de dégâts. Et à cette époque, je déplore qu'on ait essayé de le massacrer, mais on a essayé, et ben ça n'a pas marché, parce qu'on ne peut pas, il est beaucoup trop intelligent, il est beaucoup trop opportuniste, et donc la vraie solution, on l'a vu tout à l'heure, c'est, en tout cas pour la rage, la vaccination. Bref, et si nous changeons de regard sur cet animal? Alors, est-ce que vous avez déjà entendu un renard rire? Voilà, regarde. Parce que le cri de renard est un peu effrayant. Hein. On dirait... la première fois que je l'ai entendu, j'ai pensé que quelqu'un était en détresse, mais littéralement, j'ai eu peur. Et en fait, regardez comme ça. Je trouve ça cool. Et si on changeait de regard aussi sur tous ces mal-aimés, tels que les coyotes. Alors, je parlais des renards. Les renards, j'ai l'impression aux États-Unis que vous leur foutez un peu la paix. Et les coyotes, par contre, c'est une catastrophe. Ils sont massacrés, littéralement, dans ce pays, alors qu'ils ont exactement le même rôle que les renards. Hein. Ils sont très importants, eux aussi. Hein. Les rats. Les rats, eux aussi. Alors, c'est un peu plus compliqué, les rats. Ils ont été introduits au moment où ils sont arrivés en Europe à travers les bateaux de commerce, etc. Ils ont apporté la peste. Enfin, c'est très compliqué de se positionner sur cette question. Toujours est-il qu'ils n'ont pas que des inconvénients. Aujourd'hui, on estime qu'ils servent aussi des éboueurs. Littéralement, ils se débarrassent, ils aident les villes à se débarrasser d'une quantité incommensurable de déchets.
Et contrairement à l'idée qu'on leur donne, ils sont très propres. Hein. Certains scientifiques considèrent même qu'ils font plus leur toilette que les chats. Et plus que les Français, puisque une étude montre que 1 Français sur 4 ne se lave pas quotidiennement. Donc bon. Ah, ça c'est un peu glauque, je vais peut-être pas vous montrer cette image. Fermez les yeux. Ah, je vais vous montrer celui-là plutôt, le gipette barbu. Un oiseau magnifique, et réjouissons-nous de ça. La France, l'Europe, a protégé cet animal, à l'instar de tous les rapaces. Il faut quand même souligner qu'il y a quand même des choses super qui sont faites en Europe et ici aussi évidemment, et dans le monde entier. Un gipette barbu. Changeons de regard sur ces vautours qui étaient considérés comme des oiseaux de malheur. Changeons de regard sur les requins. Aïe aïe aïe, ça. D'ailleurs, vous savez que Spielberg a fait son mea culpa. Il a dit j'ai fait beaucoup de mal aux requins. Nanani. Pourtant, j'adore ce film, hein, mais il a fait beaucoup de mal ce film aux requins. Les requins, c'est terrible. Charles, tu vas peut-être confirmer. Le requin a survécu à 4 extinctions de masse. Il est en passe d'être. Il y a encore pas mal d'individus. Il est encore pas mal présent. Mais si on continue comme ça, il pourrait à l'heure de cette 6e extinction de masse disparaître. Les moustiques, alors ça, j'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais les moustiques ils sont très utiles, ils sont à la base du chaîne alimentaire, ils sont le pain quotidien des hirondelles, des chauves-souris, de plein d'amphibiens dans les mares. Qui c'est qui m'envoie ça? C'est Gabichou? Non, c'est Ali, ça. C'est Ali. Oh, pardon. D'accord, les moustiques sont très importants. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont les femelles qui piquent seulement en période de reproduction. Elles doivent nourrir leurs larves ou leurs œufs. Elles doivent avoir suffisamment de protéines pour leurs œufs. Et les mâles ne vous piquent pas. Et il faut savoir aussi, qu'est-ce que j'ai oublié de vous préciser sur les moustiques qui est assez fascinant, j'ai oublié. Voilà. Et les corbeaux, changeons de regard sur les bordeaux, les corbeaux, les oiseaux, les corvidés en général, à l'instar de ce film, les oiseaux, les corbeaux ne sont pas des oiseaux de malheur, on l'a vu, ils sont très intelligents. Ils ont aussi un rôle très important d'écarisseurs. Hein. Et le lierre, alors ça c'est, depuis l'Antiquité, il est considéré comme le bourreau des arbres. Or le lierre n'est absolument pas un parasite, c'est un végétal, c'est une liane qui bénéficie considérablement aux arbres hôtes. D'accord ? Le lierre héberge près de 700, selon une étude scientifique que j'ai lue en préparant cette conférence, 700 espèces, d'accord ? Notamment toutes les espèces auxiliaires de vos jardins. D'accord ? Et donc il aide l'arbre à se débarrasser en hébergeant ces petits insectes notamment. Il aide l'arbre à se débarrasser de ces parasites. Le lierre aussi, il faut savoir qu'il fleurit à l'automne. Donc ça c'est absolument incroyable pour les oiseaux parce que c'est un moment où plus beaucoup de fleurs. Pas pour les oiseaux, pardon, pour les insectes pollinisateurs qui peuvent aller se délecter de leur petit nectar et polliniser, tout ça, bref. Mais aussi les oiseaux, parce que figurez-vous que le lierre fructifie en hiver et donc donne beaucoup de nourriture aux oiseaux. Etc., etc. Je crois qu'on arrive au bout. Ça, c'est les autres clichés, les autres idées reçues que je n'ai malheureusement pas le temps de développer, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire ce livre, il est super. Conclusion. Le monde vivant est merveilleux, plein de ressources, passionnant, mais surtout indispensable à notre propre survie. C'est là tout mon propos depuis le début. Tâchons de ne pas oublier que défendre le vivant, défendre les êtres vivants qui nous entourent, c'est nous défendre, d'accord ? Finissons-en avec les idées reçues à son sujet, reconnectons-nous-y. Alors là, mes étudiants, ici présents, ceci est un impératif faisons preuve d'humilité devant l'incroyable intelligence des autres formes de vie, sans jamais, s'il vous plaît, je me le dis à moi-même, tomber dans le piège de la misanthropie. Comme disait Lamartine, on n'a pas de cœur pour les animaux, et on pourrait étendre ça au reste du vivant, hein. Et un pour les humains, on a un cœur où on n'en a pas. D'accord ? Ça c'est moi. Aimer les animaux et le vivant dans son ensemble, c'est aussi nous aimer et avoir de la considération pour nos semblables. Et inversement, je trouve cet exemple très évocateur en guise d'exemple, et de là où je regarde, on ne peut pas vouloir sauver les tortues présentes en Méditerranée tout en continuant d'y laisser mourir des personnes migrantes par milliers chaque année. Pour moi, ça c'est vraiment hyper important. Soyons fiers de notre héritage et de tout ce que notre espèce a accompli.
Tout à l'heure, j'ai parlé des choses terribles que nos activités engendrent, mais il y a aussi des choses merveilleuses qui nous sont peut-être pas propres, comme l'art, notre morale, etc. Mais ne négligeons pas le reste du vivant. Vivre en harmonie avec le vivant est possible, et c'est là que j'ai envie de laisser la parole à Didier, mais va-t-il le faire, je ne sais pas. Mais Didier, avec son exposition, va vous parler de ces communautés, qui va vous donner un exemple de ces communautés qui, à travers le monde, vivent en totale harmonie avec le vivant. C'est possible. L'IPBES, dont je vous parlais tout à l'heure, dans son rapport, nous dit que 6% de la population, à l'instar de ces communautés, donc la population mondiale, héberge 80% de la biodiversité. Et l'IPBES nous invite d'ailleurs à nous tourner vers ces communautés parce qu'elles détiennent assez logiquement la clé de la préservation de la vie sur Terre. Aïe, encore un petit... Alors j'ai fini après ça. Je tiens à vous lire ça de Baptiste Morisot, qui est un auteur incroyable, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, qui a écrit un livre qui s'appelle « Manière d'être vivant » et qui dit ceci: les animaux ne sont pas seulement dignes d'une attention infantile ou morale, ils sont les cohabitants de la Terre avec lesquels nous partageons une ascendance, l'énigme d'être vivant et la responsabilité de cohabiter décemment. Le mystère d'être un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé par tout le vivant. C'est la condition vitale universelle, et c'est elle qui mérite d'appeler le sentiment d'appartenance le plus puissant. Ça très beau. Et voilà, merci, prenez soin de vous. Je vous ai mis là, pardon, je finis là-dessus, je vous ai mis, c'est promis, c'est la fin, je vous ai mis quelques personnes qui m'inspirent beaucoup, qui alimentent ma réflexion, qui m'ont aidé d'ailleurs aussi, et qui sont, que je vous recommande, d'accord? Ils expliqueront tout ce que je viens d'expliquer ce soir beaucoup mieux que moi. Tu veux dire quelque chose, Abby? Ah oui, c'est vrai qu'elle ressemble à maman. Mais maman, elle est plus belle quand même. Hein. Et voilà, merci tout le monde. Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, 1h30. On va aller voir l'expo tranquille, d'accord? Si, vas-y, Didier. Merci Thomas. Didier? Non? Tu veux pas? Non, non? 5 minutes? 2 minutes? Non, ça fait 1h pile. Ça fait 1h pile, j'ai regardé, on a commencé à 20h14, à 19h14, n'est-ce pas? Non, on a commencé à 19h03. Je pense. Tu es sûr? Bien, est-ce qu'il y a des questions? Nous invitons les étudiants et étudiantes à poser les premières questions. Ou à faire des commentaires. Allez. J'ai une question. Oui, Micro. Oh mon Dieu. Je suis... ok, le rat. Le rat, ouais. Le rat. Je ne comprends pas nous sauver le rat. Sérieusement, dans la Génération, le rat, et c'est un grand problème. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais quand tu prêtes une photo de le rat, je pense, oh mon Dieu, c'est mignon, et c'est mais marrant. Je ne peux pas jouer avec ce soir. La question est, pourquoi nous sauver le rat? C'est une vraie question. Moi, je suis attaché au fait que toute forme de vie sur Terre a sa place, et le rat, effectivement, comme je l'ai dit, c'est une espèce qui n'était pas présente, en tout cas en Europe, où la peste noire a ravagé, enfin, les épidémies de peste ont fait des ravages colossaux. Donc évidemment, c'est difficile d'assumer cette posture de défense du rat, j'entends bien ce que tu dis. Mais il a aussi, à l'heure d'aujourd'hui, des avantages. Comme je le disais, dans les villes, il aide les villes à se débarrasser de leurs déchets. On estime, j'ai plus les chiffres en tête, mais il aide les grandes villes à se débarrasser d'une quantité assez astronomique de déchets. Donc c'est l'avantage qu'on pourrait lui trouver. Après, moi, je ne suis pas forcément pour trouver forcément une utilité à chaque être vivant. Si on devait protéger les êtres vivants que sous le prisme de leur utilité, on aurait plus beaucoup, je pense, d'êtres vivants
Donc je pense que rien que parce qu'il existe, parce qu'il a son rôle, parce que lui aussi est à la base c'est le rat aussi, il est à la base de la chaîne alimentaire, enfin pas à la base, mais il est prédaté, il a des prédateurs et donc rien que pour ça, il mérite d'être protégé et préservé. Maintenant, j'entends ta question. C'est vrai que c'est difficile de défendre le rat au regard de tout le mal qu'il a fait. Mais là encore, est-ce que c'est le rat qui a fait ça ou est-ce que c'est nous qui avons introduit le rat dans des endroits où il n'aurait pas dû être? Parce que là où il était présent, là où il est endémique, il ne pose pas de problème. Il a posé des problèmes parce que nous autres êtres humains, à l'instar de l'armée états-unienne avec les ratons laveurs, à l'instar de Pablo Escobar avec les hippopotames, avons introduit des animaux là où ils ne devraient pas être. Tu vois, nos chats, c'est pareil. Donc, mais merci, c'est vrai que c'est difficile d'assumer cette posture. J'entends bien ta question. Merci. Moi, je comprends au sujet des rats, je les aime pas trop non plus. Et moi, c'est les moustiques. Il va falloir m'expliquer aussi les moustiques. Et les renards, j'adore les renards, tu le sais Thomas. Et les renards, je les aime pas trop quand ils poursuivent mes chats et qu'ils essaient de les tuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et j'adore les renards, c'est mon animal préféré. Oui, mais je sais, je comprends, mais c'est délicat tout ça. C'était super intéressant ce que tu as mentionné avec le migration. Ça rapporte avec la question des espèces invasives. Je me demande, c'est quoi ton avis sur tous ces phénomènes d'espèces invasives et tout le discours écologique autour du... C'est une question passionnante parce que c'est probablement ce qui me met le plus face à mes contradictions. Moi, en fait, je ne suis pas juste écologiste, je suis aussi animaliste et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis végétarien et je suis à tendance végane, notamment à la maison, parce que j'ai des convictions animalistes, éthiques, qui font que je ne trouve pas acceptable que les animaux soient traités comme ils le sont dans les élevages, etc. Et pour les mêmes raisons, j'ai du mal à considérer qu'un raton laveur, qui est probablement l'un des animaux les plus adorables et les plus attachants et les plus passionnants que j'ai pu observer, je ne sais pas si je vous enverrai une vidéo un jour si ça intéresse certains, mais on dirait des petits humains, c'est absolument incroyable, bref, j'ai du mal à considérer ces animaux qui n'y sont pour rien, encore une fois, comme des nuisibles qu'il faut exterminer. Et donc moi, ma posture, c'est qu'en fait, ils sont là, maintenant il faut assumer, il faut aller jusqu'au bout, il faut pas. Moi, j'aurais tendance à dire, bah, laissons maintenant qu'ils sont là, ils sont là. Et en plus, il y a des études qui ont montré que certaines espèces, a priori invasives, ne l'étaient pas, comme les perruches à collier à Paris. Alors c'est pareil, c'est remis en question, mais les perruches à collier qui sont arrivées par le biais d'importation à Rungis, etc., et qui aujourd'hui sont partout, en fait, dans les grandes villes françaises et probablement européennes. Je crois qu'en Europe occidentale, en tout cas, c'est le cas. Ces perruches à collier n'ont visiblement pas, après étude, ne seraient pas aussi invasives et envahissantes qu'on le disait. Et donc, on peut, a priori, les laisser se développer et ne posent pas de problème outre mesure. Donc, si tu veux, non, moi, ma posture en tant qu'écologiste et aussi en tant qu'animaliste, et ça, c'est une question passionnante. Moi, j'ai des amis qui se disent purement écologistes, qui disent il faut s'en débarrasser. Et c'est ce qu'ils font dans certains pays comme l'Australie, où ils tuent les chats, notamment. Est-ce que je dis des bêtises? C'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus. Il y a un pays où les chats sont tirés. Moi, je ne veux absolument pas que demain, on ait des gens qui tirent sur les chats. Je trouve ça absolument fou, donc, si tu veux. Ou sur les ratons laveurs. Voilà ma position. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci, Jim. Comment? D'autres questions? Merci à Thomas. Merci. On va avoir l'exposition maintenant. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Merci.